Alors bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens, à remercier, hein, les organisatrices de cette, rencontre, madame, Saison et madame, Untermeyer-Carléo, mais aussi, le centre, de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Évidemment, on pourra regretter, hein, que notamment par défaut de convivialité que cette rencontre n'ait pas lieu, en présentiel. Mais bon, le principal étant qu'il est quand même, possible, donc d'échanger, de faire, rencontrer les référents déontologues et d'aborder leurs problématiques. Alors comme, l'a dit, monsieur Delobel, donc cette première table ronde est consacrée au mode d'organisation et de fonctionnement, hein, des dispositifs, déontologiques. Hem, donc je ne vais pas à nouveau présenter, les intervenants puisque cela a déjà été fait. Je rappelle simplement donc que vous pourrez tous, et toutes participer au débat en écrivant donc, des questions, dans le fil de discussion qui se trouve à droite sur la plateforme Zoom et ensuite je les, transférerai, aux intervenants, pour un temps d'échange avec donc, cette salle virtuelle aux alentours de midi. Je m'efforcerai donc d'être, aussi le maître des horloges. Alors donc, en premier lieu et au regard en fait de, la composition de notre, 1re table ronde et des missions des uns et des autres, en fait, une question, me vient, rapidement à l'esprit puisque, on sait que le décret de 2017 donne finalement une importante liberté pour, la configuration des référents déontologues et comme, nous avons la chance, hein, d'avoir, un référent déontologue unique mais aussi, une organisation en collège. La question que je me pose porte sur finalement les avantages ou bien, les inconvénients de ces 2 formules et puis je terminerai, cette première série de questions par poser une interrogation peut-être plus précise à monsieur, Van der Driesche concernant les problématiques, pardon, de l'articulation entre, la fonction de référent déontologue et celle de référent alerte. Alors est-ce que madame Saison, vous pouvez, commencer par, les avantages et les inconvénients du collège de référent déontologue, de la collégialité? Bien sûr. Merci beaucoup, Aurore. Je vous remercie donc d'avoir accepté de présider cette première table ronde. Alors, effectivement, j'ai la particularité en fait d'exercer donc la fonction de référent déontologue sous deux modes différents. C'est-à-dire qu'au sein de l'université de Lille, j'ai été nommée en tant que référente déontologue à titre unipersonnel, alors qu'effectivement, au sein du CDG 59, je préside un collège, et ce collège de référents déontologues. Donc, j'ai la chance de pouvoir comparer ces deux modes d'organisation, en sachant que j'ai un peu plus de recul sur l'Université de Lille, puisque ça fait maintenant presque 2 ans que je suis référente déontologue, et un peu moins en tant que présidente du collège de référents déontologues du CDG, puisque ça fait en fait environ 4 à 5 mois que nous travaillons ensemble. Euh, il est évident que le mode collégial est un mode, à mon sens, à privilégier, euh, pour la simple raison que finalement, nous avons parfois donc des dossiers à traiter qui sont des dossiers relativement simples, donc une analyse personnelle suffit en fait à traiter le dossier. Et puis, dans d'autres cas, nous sommes saisis de dossiers plus compliqués, surtout des dossiers qui supposent de caractériser le glissement du lien d'intérêt vers potentiellement un conflit d'intérêts. On aura l'occasion, je sais, d'en débattre plus longuement dans la journée, mais ce sont des dossiers difficiles, délicats, où l'échange avec les partenaires du collège est essentiel. Ça permet vraiment d'argumenter, d'échanger. On n'est pas toujours d'accord, hein, voilà, mais on a des doutes et on peut en fait formuler nos doutes. Et puis finalement, ça permet de prendre du recul par rapport à la question qui nous est posée et de ne pas être seul. C'est un confort énorme de travailler en groupe. On le dit souvent, hein, on peut être très fort seul, on est bien plus fort collectivement. C'est une réalité, ça j'en suis certaine, dans plein d'autres domaines, mais dans celui-ci, c'est évident.
Et puis, donc, pour ne pas prendre trop longtemps la parole et pour laisser la parole à mes collègues, en ce qui concerne l'Université de Lille et le travail personnel, c'est beaucoup plus délicat et je peux dire qu'en fait, les universités sont quand même vraiment en retard par rapport aux collectivités territoriales. Elles sont, à mon sens, très en retard parce que l'institution, justement, elle fonctionne seule, elle est méconnue et elle ne s'accompagne pas forcément d'une communication suffisante qui permet aux agents de saisir en fait le référent d'ontologue. Voilà pour quelques mots de réponse. Madame Untermaier-Carléo? Oui, j'active mon micro. Merci beaucoup. Alors, pour ma part, d'abord, je voudrais dire que je ne vais pas défendre un modèle plutôt qu'un autre, hein. Depuis 2018, j'exerce les fonctions de référent déontologue pour la fonction publique territoriale. J'ai été désignée par le CDG du Rhône et par voie de mutualisation, mes compétences ont été étendues à la fonction publique territoriale de l'Isère et de la Haute-Loire et désormais du Cantal depuis 2021. Alors, moi, j'ai été nommée toute seule, j'exerce mes fonctions seule et j'y trouve certains avantages parce que ben, les choses sont simples et vont vite. C'est-à-dire que les agents me saisissent par courriel ou en principe par la voie d'un formulaire électronique qui est en ligne sur le site du CDG, du centre de gestion, qui arrive directement sur ma boîte mail. Donc, personne ne filtre ma boîte mail, hein, c'est moi qui la gère toute seule et qui ai seul accès. Donc, c'est moi qui réceptionne, qui accuse réception des demandes, qui instruit ces demandes et qui répond directement. Contrairement à d'autres référents qui peuvent être seuls aussi, exercer leurs fonctions seuls, je réponds directement aux agents et je ne transmets pas à un agent du centre de gestion mon avis à envoyer par voie recommandée à un agent. Donc, le fait que je sois seule permet de répondre de manière très, très simple et très rapide aux agents. Je réponds parfois dans la journée, en tout cas dans la semaine, jamais plus, bon, sauf période de congé, mais donc c'est très rapide. Et comme je réponds par courriel et que je suis toute seule, les agents, je pense, ont moins peur de me saisir. C'est-à-dire que quand on doit saisir une entité collégiale, eh bien, on sait qu'on saisit une instance de manière plus solennelle, qui va délibérer sur un cas particulier. Donc, j'ai l'impression, pour mettre en avant les avantages, hein, même si je sais que la collégialité en présente d'autres, pour mettre en avant les avantages d'être seul, je crois que ça me permet d'être plus à la portée des agents et je crois que ça permet aux agents d'oser me saisir. Et puis ensuite, quand je leur réponds, ben, ils osent me poser une question en complément, un éclaircissement. Donc, il y a un échange qui s'instaure. Voilà. Donc, voilà, pour résumer mon propos, je dirais que le fait d'être seul, c'est les avantages de la simplicité et ça me rapproche des agents. Alors par contre, le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que je ne suis pas non plus complètement seule. Parce que au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a mis en place depuis le début un réseau des référents déontologues des différents centres de gestion et au moins une fois par an, on se rencontre au centre de gestion du Rhône. On échange et du coup, on a pris l'habitude d'échanger entre nous quand on est saisi d'un cas difficile. Si vraiment je suis saisie d'une demande pour lesquelles j'ai des doutes, j'hésite, par exemple, je ne sais pas, sur une question de création d'entreprise en cumul, est-ce qu'il y a un risque de prise illégale d'intérêt, est-ce qu'il y a un risque d'interférence, d'atteinte à l'indépendance et à la neutralité du service? Vraiment, si j'ai des doutes, eh bien, dans le respect de l'anonymat de la demande, bien sûr, hein, je fais en sorte que l'agent ni la collectivité ne puisse être identifié. Eh bien, je vais envoyer un petit courriel à mes 3 collègues de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui vont me donner leur avis et qui vont m'aider à trancher. Donc, si vous voulez, je suis toute seule, ça va plus vite, c'est très simple, mais en même temps, si j'ai vraiment des doutes, je peux me tourner vers mes collègues de la région Aura dans le cadre du réseau régional et je trouve que, ce faisant, on est parvenu à un assez bon compromis. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Ben, merci à toutes les deux
pour vos réponses qui montrent bien les avantages et les inconvénients des deux formules, même si on sent que finalement l'apport du réseau est aussi important. Il faudra peut-être d'ailleurs le développer davantage, ce réseau. C'est peut-être une autre question. Monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe des problématiques par rapport à l'articulation entre la fonction de référent déontologue et celle de référent alerte? Bien sûr, mais avant ça, si vous permettez, je vais rebondir sur ce qu'ont dit mes deux collègues, parce que j'ai la chance, dans la pratique qui est la mienne, de vivre tout à la fois une expérience collégiale en tant que président de la commission de déontologie du Conseil régional Hauts-de-France, et j'en profite pour saluer le président Durand, avec lequel j'ai très fréquemment l'occasion de travailler, et puis j'exerce aussi cette fonction seule en tant que référent déontologue, et vous avez raison de le rappeler, référent alerte pour Sciences Po Lille. Moi, j'ai aucun doute. La collégialité est une vertu absolue. Alors, Joanne Saison a raison de dire qu'il y a des dossiers sur lesquels, ma foi, elle ne s'impose pas d'un point de vue technique. On est bien d'accord, des dossiers peuvent être résolus assez simplement. Mais dans tous les cas, lorsque nous sommes saisis parce qu'il y a un problème, une difficulté, une hésitation, un doute. Et par voie de conséquence, ça suppose une prise de position. Et il est beaucoup plus, alors non seulement confortable, comme le disait Joanne, mais aussi prudent et facteur de sérénité, capacité de confronter son opinion sur la difficulté soulevée avec celle de ses collègues. Bon. Moi, j'apprécie énormément le travail qui est mené au sein de la commission de déontologie de la région, précisément parce que c'est une démarche qui est systématiquement collégiale. Et là encore, Joanne Saison a raison de dire que on n'est pas toujours d'accord. Heureusement qu'on n'est pas toujours d'accord. Et parfois même, le débat interne au sein de la commission fait qu'on va complètement évoluer dans sa prise de position initiale. Alors c'est particulièrement vrai s'agissant des conflits d'intérêts, où le débat permet d'enrichir une prise de position. Donc c'est extrêmement important. Moi, je suis un chaud partisan de la collégialité. Je me rappelle, Jean-Marc Sauvé m'avait demandé un jour quels étaient, à mon sens, les grands problèmes qui se posaient à la juridiction administrative, par analogie, et je lui avais répondu, Monsieur le Président, pour moi, le problème, c'est le juge unique, parce que le juge unique, c'est un juge unique, et donc la collégialité est une vertu absolue. Si, Élise, le juge unique est un juge unique. La collégialité est une vertu absolue et qui devrait être systématique, y compris pour des dossiers qui peuvent apparaître comme étant des dossiers techniques, parce qu'en réalité, derrière, il y a toujours une réalité humaine. Il y a une raison qui fait qu'on a été saisi. Je suis sensible néanmoins à ce que dit Élise sur le fait que probablement, ça doit faciliter la saisine. On est dans un rapport interindividuel, vous l'avez très bien dit, qui permet en effet peut-être d'assouplir, de rendre moins solennelle la procédure de saisine. C'est probablement vrai. Je n'ai pas eu l'occasion de le constater au niveau de Sciences Po Lille parce que je suis à Sciences Po Lille une institution toute récente. Je suis tout neuf, ça me change, puisque c'est une initiative qui date d'il y a quelques mois. Je n'ai été saisi pour l'instant qu'une seule fois, par le directeur d'ailleurs, dans une affaire compliquée, qui est une affaire beaucoup plus de problèmes de relations interpersonnelles internes à Sciences Po Lille, beaucoup plus qu'une affaire de déontologie. Ce qui m'autorise à dire, et j'en terminerai, parce que je ne veux pas non plus monopoliser la parole, mais et là encore, je rebondis sur ce que disait Joanne tout à l'heure. Franchement, entre ce que je peux faire à la région et ce que je fais à Sciences Po Lille, on est sur des perspectives pas diamétralement opposées, c'est pas exactement ça, mais quand même extrêmement différentes. Les affaires, j'en ai traité une et j'en ai une autre en instance à Sciences Po Lille, sont essentiellement des petites querelles que les universités ou les écoles connaissent bien, qui peuvent exister entre les agents et la direction, entre des collègues. Nous sommes avides de ce genre de petites difficultés et on instrumentalise d'une certaine façon les questions touchant à la déontologie ou à l'éthique, au profit de débats qui n'ont pas grand-chose à voir avec ça. Alors que à la région, et moi, je ne m'occupe que de la déontologie des élus, donc c'est un cas très particulier. Là, on est véritablement, et je rebondis sur ce que disait le président Dosière tout à l'heure, on est vraiment sur
les questions qui font l'actualité législative depuis un certain nombre d'années et qui posent, pour le coup, de redoutables questions éthiques. Bon. Donc, je ne suis pas convaincu que, en l'état actuel des choses, ces questions déontologiques, éthiques dans les établissements d'enseignement supérieur aient acquis la maturité nécessaire, qui est celle que vous pratiquez dans le cadre des CDG et que j'essaye de pratiquer modestement dans le cadre de la commission de déontologie des Hauts-de-France. Alors, dernier mot pour répondre spécifiquement à votre question, le lien entre référent déontologue, référent alerte. Vous savez, nous sommes une petite école avec peu de moyens, je le dis parce que j'ai une vice-présidente de l'Université de Lille en face de moi et que par voie de conséquence, on essaye de valoriser les compétences, entre guillemets. Comme je suis le seul professeur de droit public, j'ai proposé à Pierre Mathiot de cumuler les deux fonctions. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Honnêtement, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que les deux fonctions sont quand même différentes. Ceci étant, pour l'instant, en tant que référent alerte, je n'ai jamais été saisi. Donc, je pourrais vous en dire plus le jour où je me retrouverai, le cas échéant, moi-même, éventuellement en situation de conflit d'intérêts. Voilà, merci. Bien, merci, monsieur le professeur. Évidemment, je peux que confirmer que l'université a beaucoup de retard sur beaucoup de choses. Mais bon, ça, c'est une autre question. Alors, ma deuxième question porte un petit peu plus précisément sur la fonction de référent déontologue, hein, qu'on pourrait qualifier en fait de fonction de sagesse et de science, puisque en fait, vous êtes tous les trois universitaires, tous trois juristes. Et le décret, il me semble, n'impose pas de compétences juridiques pour mener à bien cette fonction de référent déontologue. Alors peut-être une formation, mais ça, vous pouvez certainement le dire mieux que moi. N'impose d'ailleurs même pas d'être un membre extérieur de la collectivité. Heu, donc ma question, c'est finalement, est-ce que vous ne pensez pas que, pour répondre aux questions, soulevées en matière, de déontologie, il ne serait pas préférable que, l'on impose aux référents déontologues d'avoir un minimum de compétences juridiques? Et est-ce que vous, peut-être, de par votre expérience, vous avez été saisi par, d'autres, collègues référents déontologues pour les aider à répondre à des points qui soulevaient des difficultés particulières? Je ne sais pas qui veut commencer par répondre? Moi, je veux bien si vous voulez. Eh ben, je vous laisse la Voilà, parole. comme ça, on inverse le rôle. Euh, euh, un juriste n'est absolument pas indispensable. Et je vais vous dire pourquoi. Mais un juriste, ça rassure. Je le vois bien aussi bien au niveau de la région qu'au niveau de Sciences Po Lille, et je suis sûr qu'Élise et Johan vont dire la même chose. On rassure surtout vis-à-vis des non-juristes. Alors c'est vrai à l'Université de Lille, vous avez un président non-juriste, c'est vrai probablement aussi dans les CDG de manière générale. On rassure parce que ça donne aux questions posées et à la façon de les traiter une forme de technicité, de juridicité. Bon. En même temps, je pense qu'un juriste est absolument pas indispensable. Je fais partie de ceux qui considèrent, et on avait eu ce débat avec Élise à Nice il y a quelque temps, que le débat déontologique, le débat éthique, n'est pas principalement, alors c'est probablement un peu moins vrai dans le cadre des CDG, mais il n'est pas principalement un débat juridique. On n'est pas sur de la prise illégale d'intérêt, si je prends un exemple, on est sur le conflit d'intérêt. Et Johan le disait bien tout à l'heure, on glisse de la prise d'intérêt au conflit d'intérêt, le cas échéant du conflit d'intérêt à la prise illégale d'intérêt, mais à un moment donné, on est sur une appréciation qui est une appréciation plus émotionnelle, j'allais presque dire, moins technique, qui n'est pas véritablement un débat juridique. Alors, on peut ramener ça autour d'une logique juridique, mais c'est une erreur de croire que le débat déontologique est d'abord et avant tout un débat juridique. C'est pas vrai. Parce que si c'était simplement, il y a une règle, on l'applique, et puis c'est relativement mécanique, malheureusement, c'est pas du tout comme ça. Et à chaque fois, on se dit, mais mince, est-ce que vraiment on est à ce point-là? Est-ce qu'il faut véritablement dire stop, vous allez trop loin, ou vous êtes en situation de… je vais vous prendre un exemple. À partir de quand considère-t-on qu'un élu
qui va, le cas échéant, cumuler son mandat de conseiller régional avec un mandat de maire. À partir de quand va-t-on considérer qu'il est potentiellement en situation de conflit d'intérêt public-public, alors que dans les deux cas, on est sur la défense d'un intérêt général, d'un intérêt public. C'est compliqué et c'est pas, je le répète, c'est pas nécessairement un débat juridique. Donc, on rassure parce qu'on est des gens sérieux, voilà, et on travaille selon une grande rigueur, mais je pense qu'on n'est pas absolument indispensable, mais mes collègues vont peut-être me dire le contraire. Alors justement, je vais utiliser la question qui est dans le fil, dans le chat puisque alors monsieur ou madame Malèche, je suis désolée, je ne vois pas qui, demande finalement si le modèle du collège n'implique pas, à lui seul, une évidence en termes de connaissance et de transparence. Donc pour aller plus loin, est-ce que finalement, peut-être que madame Untermaier-Carléo pourra nous répondre, est-ce que finalement on ne devrait pas imposer, des connaissances juridiques pour être référente déontologue? Quel est votre avis sur la question? Oui, alors, encore une fois, je vais avoir une position un peu différente de celle du professeur Van Dendrich, mais c'est comme d'habitude. Je suis d'accord, je le rejoins sur l'idée que la réponse déontologique, la réponse des référents déontologues n'est pas une réponse purement juridique. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais quand même, on a besoin du droit et on a besoin de le maîtriser. Alors, peut-être qu'on n'a pas besoin d'imposer que les référents déontologues soient juristes, mais dans ce cas-là, il faut leur imposer au minimum, il faut que le décret leur impose au minimum une formation. Parce que vous s'y retrouvez, et c'est la majorité des saisines portent sur ce thème-là, on en parlera cet après-midi, pour répondre aux questions que nous posent les agents sur le cumul d'activités, la création d'entreprises, les activités accessoires, il faut quand même bien maîtriser, savoir s'y retrouver dans les textes juridiques. Je trouve que ça demande, même si la réponse n'est pas purement juridique, ça je suis d'accord, ça demande de bien savoir maîtriser les textes, de savoir, et les conflits d'intérêts sont normés par le droit. Hein, même s'il y a beaucoup de vides et d'angles morts, c'est le droit qui nous guide. Donc, au minimum, imposer une formation aux référents, parce que je ne vois pas, sans bagage juridique, comment être en mesure de répondre à des questions qui sont quand même extrêmement techniques. Hein, extrêmement techniques. Alors, dans un collège, ça serait un autre avantage de la collégialité, pour rebondir sur la question qui a été posée dans le chat. Dans un collège, ça permet peut-être de varier les compétences et d'avoir un fonctionnaire qui est présent, pas parce qu'il est juriste, mais parce qu'il est ancien et il a une connaissance fine de l'administration, un juriste, ou ça peut même être pour les élus des citoyens hein, qui intègrent ces collèges. Donc, dans les collèges, on peut peut-être varier les compétences et c'est un avantage de la collégialité. Mais quand on est référent unique, sans bagage juridique, moi, je ne vois pas bien comment on peut s'en sortir. En tout cas, pour les réponses aux agents qui posent des questions très techniques sur le cumul d'activités. Voilà. Bien, finalement, le débat est bien ouvert. Peut-être que madame Saison pourra faire une sorte de compromis entre les deux. Oui, comme souvent, la femme du consensus. Non, alors, mais alors, effectivement, il est évident que la figure du juriste rassure et qu'elle rassure énormément les gens qui n'ont jamais, enfin les collègues qui n'ont jamais été initiés à la sphère juridique. Ça, je peux vous le confirmer au sein de l'Université de Lille. Ce que dit le juriste fait foi, mais bon, on cherche aussi parfois à contourner ce qu'est le droit. Donc, bon, et j'ai envie justement de cette réflexion-là, en fait, de prendre finalement un peu la question à l'envers et de rebondir sur ce qui a été dit. Je pense qu'avant tout, on a besoin d'un juriste, mais d'un juriste avec les compétences qui est capable en fait de se départir de son raisonnement purement juridique. En fait. On a besoin d'une formation de juriste de base, mais surtout de quelqu'un qui est capable effectivement d'appréhender la pratique et de ne pas rester en fait dans ses obligations, enfin dans sa connaissance, dans la connaissance qu'il peut avoir des obligations déontologiques. Parce que je m'en suis bien aperçue en me confrontant à la réalité, et c'est une réalité qui est vraiment formatrice pour nous universitaires,
de laisser un peu tomber nos catégories juridiques, comme les universitaires aiment les appeler, pour faire rentrer en fait des éléments et apprécier des éléments de fait et aller très très loin dans l'appréciation des éléments de fait. Et là, effectivement, ça ne suppose pas des connaissances juridiques. Ça suppose en fait du bon sens, ça suppose être capable de se transporter sur une situation de fait, d'aller chercher les compétences de chacun, d'aller vérifier ce que fait chacun concrètement. Et là, en fait, c'est un juste milieu. Donc, on a besoin d'un juriste pragmatique, on va dire, d'un juriste ouvert, effectivement, aux situations concrètes. On va dire que c'est le bon compromis. Mais bien évidemment que j'ai certains collègues juristes qui pourraient difficilement remplir la mission de référent déontologue. Bravo, belle synthèse, Joanne. Bon, merci, Madame Saison. Je vois un petit peu pourquoi pour la dernière remarque, mais bon, on en reparlera plus tard sans doute. Alors, plus concrètement maintenant, est-ce qu'il est possible de nous faire partager, puisque vous avez déjà un petit peu abordé la question, les moyens en fait qui sont justement mis en œuvre à votre disposition pour pouvoir répondre aux questions des agents? Alors je pense par exemple aux ressources documentaires, aux réseaux et plutôt peut-être, aborder, leurs limites. Est-ce que vous avez finalement assez de moyens, pour répondre, aux différentes questions, des agents qui vous sont posées? Je ne sais pas à qui passer la parole en premier. Monsieur le professeur? Bah, j'y vais si vous voulez. Enfin, comme j'y Eh vais. ben, madame, Intermire Carléo, allez-y. Alors sur les moyens, bon moi je dois dire que j'ai vraiment, quand j'ai été désignée en 2018 par le Centre de gestion du Rhône, on a travaillé ensemble en amont, on s'est réunis beaucoup pour réfléchir sur la mise en place du dispositif et je dois saluer voilà, l'accueil qui m'a été fait par le centre de gestion, ce travail de collaboration. J'ai vraiment été écoutée, entendue, on a échangé et c'est vraiment quelque chose que, enfin, j'ai admiré la qualité du travail au sein du CDG, au sein du pôle d'appui aux collectivités territoriales plus précisément. Et donc, comme je l'ai dit, moi, je suis toute seule. Donc, c'est assez simple. J'ai une boîte mail cdg69.fr. On a mis en place des pages Internet sur le site du centre de gestion. Alors, ce sont des pages Internet. C'est un peu nouveau pour les centres de gestion, hein, cette fonction de référent déontologue, parce que ça leur a demandé de développer leur extranet, alors qu'ils ont plutôt l'habitude de mettre en ligne des informations dont l'accès est réservé aux collectivités, à certaines personnes au sein des collectivités. Tandis que là, on a créé des pages sur l'extranet, donc accessibles à tout le public et surtout à tous les agents de la fonction publique territoriale du Rhône. Et sur ces pages, on a mis en ligne un formulaire qui est envoyé directement sur ma boîte mail. Ça permet de demander, de filtrer un peu la demande, de demander les informations nécessaires pour pouvoir traiter la question. Ça permet d'exiger une pièce justificative pour que je puisse vérifier l'identité de l'agent comme celle de la collectivité qu'il emploie. Donc, c'est par le biais de ce formulaire qui arrive directement sur ma boîte mail que je travaille. Alors après, le CDG a mis à ma disposition également une base de données. C'est un outil qui s'appelle GRC, sur lequel je vais tout enregistrer. Les coordonnées de l'agent, la collectivité, le texte de la question, le texte de la réponse. Et puis, tous les 2 ans, on efface toutes les données personnelles, donc le nom de l'agent, de la collectivité. Donc là, on va effacer un grand nombre de données au 31 décembre. On purge évidemment, mais ça permet donc d'avoir une base de données qui pourra être utilisée plus tard. Je ne sais pas mais où il y a beaucoup il y a ma jurisprudence, si je puis dire.
Et puis, cette base de données, elle me permet aussi au centre de gestion de me rémunérer parce que j'indique le temps que je passe par saisine et ces informations-là remontent au CDG, à la différence des questions, hein, c'est moi qui ai seul accès à tout ce qui concerne les questions, l'identité de l'agent, mais pour le temps passé par saisine, ça remonte au CDG et c'est ce qui permet de me rémunérer puisque je suis rémunérée par vacation au taux horaire de 60 € de l'heure. Et puis, dernier outil, le CDG a mis à ma disposition comment ça s'appelle, BIP, leur base d'information, une sorte d'encyclopédie hein, des CDG avec des fiches pratiques sur tel ou tel sujet. Mais comme je suis universitaire, juriste, j'utilise mes propres ressources, c'est-à-dire celles que j'utilise dans le cadre de mes recherches, la bibliothèque numérique, la bibliothèque universitaire, Dalloz, les revues classiques qu'utilisent tous les juristes. Donc, pour les ressources bibliographiques, j'utilise les ressources que j'utilise en tant qu'universitaire, en tant qu'enseignant-chercheur. Voilà, sur les outils, c'est à peu près tout. Voilà, et ça ne m'empêche pas, surtout si l'agent en fait la demande ou si le cas est vraiment compliqué, ça ne m'empêche pas de compléter ma réponse écrite par un appel téléphonique. Mais c'est plus rare. Il y a toujours en tout cas une réponse écrite et les agents ne semblent pas être particulièrement demandeurs d'entretien téléphonique. Puis si un agent me le demandait, on a prévu la possibilité que je les reçoive dans un bureau du centre de gestion, mais ça n'est encore jamais arrivé. Ce que je ne fais pas, c'est que je ne me déplace pas sur place. Je suis vraiment, c'est l'avantage et c'est aussi peut-être le défaut. L'avantage, je suis extérieure aux collectivités des agents qui me saisissent, donc j'apparais comme un tiers indépendant et impartial, et ça les rassure beaucoup, parce que quelquefois, ils ont besoin d'avoir un avis extérieur, c'est tout. Alors en plus, si c'est celui d'un juriste, mais ça les rassure. Ils sont parfois suspicieux vis-à-vis de leur propre direction des ressources humaines. Donc, je suis extérieure. Le petit défaut, c'est que je viens pas dans la collectivité, je vais pas rencontrer l'agent très naturellement. Voilà, c'est peut-être le revers de la médaille sur ce point. Merci. Bien, merci, madame. Pardon, excusez-moi, monsieur le professeur, de vous couper la parole. J'ai vu une main levée, le centre de gestion du Var. Excusez-moi, je n'ai pas votre nom ni votre prénom. C'était une question que vous vouliez poser à propos des moyens, des outils mis à disposition? Oui, indirectement. Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend très bien. Bonjour, Sophie Delpierre du CDG 83. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer Madame Élise et je la remercie pour tout le travail qu'elle fait au quotidien pour le référent déontologue. J'ai lu son dernier rapport d'activité et j'ai lu dessus qu'elle indiquait qu'elle mettait entre 5 minutes et 1h30 pour répondre à une saisine. Alors j'avoue que ça m'a scotché, donc je voulais savoir comment elle faisait. Est-ce qu'elle utilisait, comme certains tribunaux, des réponses automatisées, en fait, où il faut juste compléter le nom? Parce que c'est vrai que pour notre part, on parlait tout à l'heure de la collégialité, sur la déontologie, c'est vrai que j'aime bien en fait me reposer des questions en me disant mais quelle est l'évolution, parce que c'est vrai que c'est une matière mouvante et la solution qui a été donnée il y a 10 ans n'est peut-être pas celle qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre par exemple le cas de tout ce qui est paramédical, où il y a eu quand même une grosse évolution, par exemple, de la doctrine de la commission de déontologie. Donc, je voulais savoir comment elle faisait, parce que quelque part, c'est vrai qu'après, moi, j'ai du mal à justifier que pendant les collèges, bon, nous, on a un collège, on met plus de temps, alors qu'en plus, on est plusieurs. Donc, c'est vrai que ça, quelque part, ça répond à la question de dire que quand on est seul, on est plus rapide, mais d'un autre côté… Alors, oui, c'est une très bonne question. Et effectivement, c'est lié déjà au fait que je sois seule, je vais beaucoup plus vite. 5 minutes, c'est pour les demandes irrecevables. Et bravo. ce temps de saisine, c'est le temps qui correspond à ma deuxième année d'activité. La première année, en 2018, même pour une demande irrecevable, je mettais déjà plus de temps parce qu'il fallait que je sache si j'avais le droit, il fallait que j'appelle le CDG, au fait que c'est un gestionnaire d'une collectivité qui me saisit à propos d'un agent, donc est-ce que je peux répondre? La première année, ces temps étaient multipliés par 2, voire par 3, mais c'est vrai que maintenant, comme j'étais déjà formée, parce qu'en tant qu'enseignant-chercheur, je travaillais déjà sur la déontologie, c'est vrai que j'ai gagné un temps énorme pour le traitement des réponses. Aujourd'hui, le cumul d'activités,
il arrive encore que je sois saisie sur des questions que je n'ai jamais traitées, mais je crois que j'ai presque fait le tour du sujet. Donc, j'ai des réponses. Enfin, quand je suis saisie sur une question cumul d'activités, par exemple, je fonce. Enfin, je fais une réponse assez longue, mais j'ai des réflexes. Enfin, c'est presque. Enfin, c'est très, très, très intégré. Donc, ça me permet de gagner du temps. Après, en fait, il y a quand même eu des saisines, 1h30, c'est un temps moyen, c'est-à-dire que c'est le temps moyen. Il y a des saisines qui m'ont demandé des heures. J'avoue que aussi pour ne pas facturer trop au centre de gestion et parce que je suis universitaire, j'ai toujours la curiosité de faire des recherches. Donc, Oui, mais ça fait partie de notre travail, je pense. Je ne les facture pas, je considère que ça relève de mon rôle d'enseignant-chercheur. Donc, je pense Alors, que j'ai tendance à faire un prix à mon centre de gestion. voilà. Comme je déborde et que, à titre personnel, par curiosité, je vais aller voir, je vais aller vérifier des choses, réfléchir en marge de la question posée par l'agent, je diminue toujours en pratique le temps que je passe effectivement, du moins sur les questions un petit peu compliquées. Et puis, désormais, on en parlera cet après-midi, je ne veux pas anticiper sur le sujet, mais on peut donc être saisi par les autorités territoriales. Donc là, la procédure est beaucoup plus solennelle. Et donc, du coup, je vois le temps que prend le fait d'être dans un collège et donc de rendre un avis qui est rédigé à plusieurs, qui est envoyé au format PDF, signé, etc. Quand je suis saisie par une autorité territoriale, on a mis en place un formulaire différent et la procédure est un peu plus solennisée parce que là, je ne vais pas répondre directement dans le courriel. Je vais envoyer un avis qui est joint au format PDF et signé. Et qui, donc, il y a un modèle, évidemment, hein, tout est prêt pour gagner du temps, mais rien que ce formalisme-là, je n'ai pas une saisine par l'autorité territoriale sur laquelle je passerai moins de 3 heures. C'est beaucoup plus long. Parce que aussi, c'est plus solennel. C'est plus solennel et que le formalisme prend du temps. Donc, voilà, 1h30, c'est un temps moyen. Hein, et aujourd'hui, pour un cumul d'activités, je ne prends pas 1h30, je prends moins d'1 heure, c'est sûr. Parce que je suis vraiment rodée. Bien, merci pour cette question et vos réponses. J'ai vu encore 2 mains levées, mais si vous le voulez bien, je vais déjà laisser la parole au professeur Van Dodrich et à Madame Saison, et ensuite je reviendrai vers vous, puisque je vois que finalement, la question des moyens semble faire réagir cette salle virtuelle. Donc, monsieur le professeur, je vous redonne la parole concernant les outils qui sont mis à la disposition des référents déontologues. Oui, merci beaucoup. Je serai rapide parce que j'ai moins de choses à dire sur le sujet compte tenu des compétences que j'exerce au sein de la région. Simplement, pour dire que la question des moyens n'est pas simplement une question technique. C'est d'abord le résultat, en tout cas à la région Hauts-de-France, d'une volonté politique. À un moment donné, on peut créer une fonction de référent déontologue, un collège de déontologie, une commission, etc. La réalité de son activité va effectivement très étroitement dépendre des moyens qui vont lui être attribués. Moi, je me souviens, pour anecdote, de cet épisode où le président Xavier Bertrand avait convoqué l'ensemble des directeurs généraux de la région en présence de la commission de déontologie, des 4 membres de la commission, pour leur dire à ces directeurs généraux, voilà, je vous présente la commission de déontologie, ils ont toute compétence pour vous demander à n'importe quel moment des informations, des études, des analyses, et vous devez leur obéir instantanément. Ça a été extrêmement net, et c'était vraiment le résultat d'une volonté politique forte. J'en donne une deuxième illustration. La déontologie vis-à-vis des agents de la région, vous savez qu'il y a plus de 7000 agents à la région Hauts-de-France, elle est exercée par un collège de déontologie, donc qui est distinct de la commission elle-même, mais surtout elle repose sur un haut fonctionnaire de la région, qui est M. Patrick Banneux, qui est parmi nous, je crois, aujourd'hui, que je salue au passage. Et le fait d'avoir affecté un haut fonctionnaire de la région à cette question-là, qu'il est l'articulation de l'ensemble des référents déontologues de la région, c'est aussi l'expression d'une volonté politique absolument forte. Un dernier mot, à Sciences Po Lille, c'est beaucoup plus artisanal, c'est beaucoup plus gentillé. Je suis tout seul, je travaille en corrélation avec la directrice générale des services, mais on est dans une petite école et je n'y suis absolument pas rémunéré. Et je rêve des vacations dont Élise parle pour le CDG, parce que même à la région, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Madame Saison. Oui, en quelques mots, simplement au niveau de notre organisation et de notre fonctionnement, effectivement, là encore, le CDG a une volonté, donc c'est une obligation pour les CDG de mettre en place cette institution, mais il y a une volonté derrière politique de nous donner les moyens de travailler en toute indépendance. C'est-à-dire qu'en faisant appel à une personnalité extérieure pour présider le collège, ça permet effectivement d'avoir une garantie d'indépendance par rapport au CDG. Donc là, il y a vraiment une volonté politique au niveau de l'organisation du fonctionnement. Pour faire simple en quelques mots, les dossiers sont déposés par les agents sur le site. Il y a une adresse forcément classique sur le site du CDG. Les deux référents déontologues avec lesquels je travaille, donc, que je salue, qui sont donc Madame Dedon et Monsieur Lagru, que vous allez pouvoir entendre tout à l'heure, me transmettent les dossiers. Nous travaillons chacun sur ces dossiers, puis nous avons systématiquement, donc tous les mois, une réunion d'échange sur les dossiers. Et à l'issue de cette réunion, nous partageons en fait nos points de vue. Et donc, il me propose ensuite une rédaction des avis, ce qui est très, très confortable, puisqu'ensuite, j'ai à relire ces avis et aller potentiellement les modifier, enfin faire des propositions de modification. Mais c'est vrai que c'est un confort énorme au niveau du travail, au niveau de l'échange. Bien évidemment, on a quand même assez peu de recul, puisque ça fait environ 4 mois que nous travaillons de cette façon-là. Ça fonctionne bien. Nous avons pour l'instant 3 à 4 saisines par mois à traiter, pour donner une quantité de travail. Mais par contre, on est vraiment en totale autonomie et on a vraiment une indépendance qui est réelle. Voilà. Bien, je vous remercie pour toutes vos réponses. Alors, dans l'ordre, nous avons une main levée de la part de utilisateur 1. Oui, Eh bien, on vous entend. oui, bonjour, Claude Boffis. Je suis référent déontologue sur 6 centres de gestion d'Occitanie, bientôt 7 d'ailleurs, donc mutualisés sur les 3 fonctions déonto, laïcité et alerte. Je partage bien sûr l'avis qui a été émis sur le travail, j'allais dire le travail seul. Je sais pour faire vite que je prends cette formule telle que l'a formulée Élise tout à l'heure, en particulier sur la rapidité. Moi, je suis à peu près dans les temps qu'elle a posés. Si un universitaire juriste rassure, je peux vous dire aussi qu'un magistrat de la Cour des comptes à la retraite rassure énormément. Et donc, je suis non seulement sollicité par écrit, mais bien souvent à l'oral pour apporter quelques petits compléments. Je dirais qu'aujourd'hui, alors je déborde un petit peu, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les collectivités territoriales, il y a, en particulier dans les petites structures, il y a un réel besoin de parler. Les agents ont besoin de parler et de confier leurs problèmes. Le fait que je sois extérieur à la structure et à toutes ces structures, les agents, lorsqu'ils commencent sur leurs problématiques de saisine, terminent bien souvent sur la vie de famille et d'autres choses. Donc, vous voyez, la confidentialité et la confiance est une vertu majeure dans nos travaux. Ce qui a été dit a été très bien dit, donc je ne développerai pas plus. C'est vrai que par contre, je me trouve de temps en temps bien seul. J'ai usé, comme je travaille sur 6 départements, j'ai usé d'une stratégie qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle m'a apporté quelques fruits. C'est que dans les centres de gestion, il y a des juristes en général qui sont de bonne facture, voire de haut niveau pour certains. Et lorsque j'ai une problématique où j'ai besoin de confronter mon avis avec quelqu'un, un juriste en particulier, eh ben, j'interroge un des juristes d'un centre de gestion qui n'est pas concerné par l'affaire, sans dévoiler bien sûr le fond, uniquement sur la forme. Et c'est vraiment confortable. Donc s'il y avait effectivement quelque chose qui nous manque aujourd'hui, et je suis ravi de cette première rencontre, j'ose espérer que nous déboucherons un jour sur alors je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, une association, en tous les cas une structure qui nous permettrait de nous apporter chacun ce qu'il possède de par son expérience ou de par sa qualité de juriste. J'ai dit. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Monsieur Blondeau, vous aviez également la main levée.
Oui, merci madame. Moi, je voulais intervenir sur quelques points et réagir sur différents points. Moi, je suis référent déontologue à la métropole européenne de Lille, hein, qui compte environ 3000 agents, et avec mon collègue Jean-Pierre Guffroy, médiateur référent déontologue, qui est excusé aujourd'hui, mais qui devait intervenir initialement. La métropole européenne de Lille, donc a environ presque 3000 agents, et voisine d'ailleurs de la région de France évoquée par le professeur Van Dendrich tout à l'heure, et a choisi, elle, la métropole européenne de Lille, d'internaliser la fonction de référent déontologue. Et à cet égard-là, on a un retour d'expérience sur différents des points qui ont été évoqués. Sur la formation, si elle n'est pas s'il n'est pas absolument indispensable d'avoir une formation juridique au sens master 2 de droit au départ, moi je rejoins quand même ce qui a été dit par deux d'entre vous. Euh, En tous les cas, une formation juridique sur les sujets dont on a parlé ou sur les sujets dont on parle paraît complètement indispensable. Mon collègue Jean-Pierre Guffroy a une énorme expérience de la métropole européenne de Lille. Il a été DGA. Il n'était pas du tout de formation juridique au départ. Pour autant, il a appris et il a eu besoin d'avoir un certain nombre d'éléments et de connaissances juridiques pour pouvoir appréhender les questions qui au quotidien se posent de la part des agents ou des élus. Donc, de ce point de vue-là, moi, je suis de formation juridique, mais on se complète bien, on a des bons échanges, on se complète bien et on peut apporter des éléments. Ça, c'est le premier point. Donc, vraiment une formation juridique, en tout cas sur les sujets dont on parle, pas en droit public des affaires ou en droit privé, on s'en fiche. Mais en tout cas, sur les sujets dont on parle, est important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la collégialité. Moi, je rejoins quand même ce qui a été dit par Élise Untermeyer-Kerléo. Pas certain que ça soit indispensable sur tous les points. Ce qui est important, c'est le pragmatisme, être concret. C'est souvent des questions très concrètes, hein, le cumul d'activités, les questions d'auto-entrepreneur, les questions de secret ou discrétion professionnelle, les questions de devoir de réserve, les questions d'obéissance hiérarchique. Je ne suis pas certain que la collégialité au sein d'institutions soit toujours indispensable. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le partenariat avec d'autres personnes, avec d'autres référents déontologues, le réseau, ce qu'on appelle entre guillemets le réseau. L'absence de collégialité chez nous n'empêche pas d'échanger avec tel ou tel référent déontologue dans d'autres collectivités. C'est évidemment avec la confidentialité, la discrétion, bien sûr, l'anonymat qui s'y est, mais ça permet d'échanger sur les cas les plus difficiles, en tout cas en forme de réseau. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième point aussi, ce qui me paraît important de souligner, c'est d'être très pragmatique et très concret et d'échanger aussi avec les partenaires au sein d'institutions. Je vous donne des exemples très concrets. Être référent déontologue dans une grande collectivité comme la nôtre, mais je suis certain que c'est pareil chez nos amis de la région de France qui sont à côté, Patrick Banneux ou Sébastien De Jager ou d'autres, c'est être aussi au quotidien dans le contact, dans la collaboration avec la DRH, avec la direction des assemblées pour ce qui concerne les élus, avec la DRH pour un certain nombre de sujets d'agents. C'est des cas très concrets. Je ne veux pas intervenir outre mesure par rapport à l'autre table ronde qui ensuite suit, mais ce que je veux dire par là, c'est que sur le cumul d'activités, sur les questions de l'entrepreneur, on a un premier niveau d'analyse chez nous, par exemple par la DRH, et quand c'est des sujets plus compliqués, quand il y a un doute sérieux, ça vient chez nous. Voyez. Donc c'est aussi au quotidien la collaboration avec la DRH, avec les cadres encadrant de la DRH, avec les directions des assemblées concernant les élus. Voilà, merci. Bien, merci beaucoup. Alors, on voit bien depuis ce matin que ce qui transparaît quand même, c'est cette importance de renforcer le réseau de l'association, de la collaboration entre référents déontologues. Alors, peut-être avant de passer à une autre problématique, est-ce que l'un de nos intervenants souhaite réagir aux propos de la salle? Moi, je veux Oui, bien. eh bien, je vous en prie. D'abord, je voudrais saluer Monsieur Beaufils, que je m'apprêtais justement à contacter parce que mon CDG vient de me transmettre vos coordonnées. Et donc, c'est avec plaisir qu'on pourra échanger et je vous présenterai aux autres collègues de la région Aura. Donc, on vous intègre avec plaisir dans nos échanges informels, mais c'est vrai qu'on a besoin, quand on est quelquefois, d'avoir
petit avis pour se conforter sur une réponse pour laquelle on hésite. Et pour rebondir sur ce que disait, Monsieur Blondeau à l'instant, c'est vrai qu'en l'écoutant, je prends vraiment conscience du fait que les fonctions de référent déontologue diffèrent vraiment selon qu'on est extérieur à la collectivité ou au contraire un agent de la collectivité. Alors moi, j'ai un peu la double casquette parce que j'en ai pas trop parlé ici puisque il est question de la fonction publique territoriale, mais je suis également depuis 2020 référente déontologue de mon université et référente alerte. Et là, du coup, mon rôle au sein de mon entité, dont je suis agent, au sein de mon établissement, est complètement différent parce qu'effectivement, je vais beaucoup plus travailler en collaboration avec la DRH. Et finalement, s'agissant, l'université, c'est 1000 agents, donc j'ai très, très peu de saisines. Mais par contre, je vais assurer des actions de formation sur des thèmes particuliers, sensibles. Je vais aider la DRH à améliorer les formulaires, les fiches pratiques. Donc, mon action est complètement différente du fait d'être interne. Alors, au début, quand j'ai commencé mes fonctions de référent déontologue, vraiment, je me disais, c'est pas possible d'avoir un référent interne à une structure. Il faut absolument que le référent soit extérieur. Et puis, finalement, en y réfléchissant, c'est vrai qu'il y a quand même des avantages liés au fait que le référent soit sur place. Mais du coup, c'est plus du tout la même figure. Les agents qui me saisissent dans le cadre de la fonction publique territoriale, ils sont contents d'avoir quelqu'un d'extérieur. C'est assez sûr. Mais par contre, il n'y a pas ce travail. Alors qu'en fait, il faudrait les deux, un référent extérieur et un référent interne. Ça serait l'idéal pour cumuler tous les avantages des deux cas de figure. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en réaction à ce que disait Monsieur Blondeau. Bien, merci. Je peux, Alors, je peux, oui, allez, bien sûr. non, je vais juste rebondir sur la dialectique juriste, pas juriste. Je suis d'accord avec ce que dit Monsieur Blondeau et même avec ce que dit Élise. Ce que j'ai voulu dire, et j'insiste un peu parce que ça me paraît important, c'est que au final, la question qui est posée, la question déontologique, n'est pas fondamentalement une question juridique. Alors bien sûr, ce n'est pas le prof de droit que je suis qui va dire le contraire, c'est mieux quand on est juriste parce qu'on a les outils et ça va beaucoup plus vite. Bon, maintenant, dans la pratique qui est la mienne à la région, moi j'ai la chance d'avoir à disposition l'ensemble des services de la région. Et si je reprends l'exemple qu'évoquait Élise de la question des cumuls d'activités, par exemple, ou de la création d'entreprises, si la question vient jusqu'à nous, elle est précédée par une analyse juridique très précise qui est faite par les services. Mais encore une fois, j'insiste, c'est un vrai débat de fond, la question déontologique n'est pas fondamentalement une question juridique ou qui appelle une réponse juridique. Elle se base dessus, mais elle n'en est pas le fondement principal. Merci. Donc finalement, vous l'avez presque convaincu. Alors, par rapport au fil de discussion, vous étiez nombreux à nous donner en fait le nombre de saisines qui a visiblement beaucoup augmenté par rapport à la première année, ou peut-être même les 2 premières années d'exercice. Ce qui en fait m'interroge, puisque même si elles sont plus nombreuses, je ne sais pas si elles sont suffisantes. Et je me pose la question de savoir si en fait, il n'existe pas un trop grand formalisme pardon, pour qu'un agent ou même qu'un élu vous consulte. Et pour aller plus loin, est-ce que vous avez peut-être eu déjà, est-ce que des agents en fait ont déjà émis des craintes par rapport au fait que le référent déontologue pardon, soit tenu finalement comme les autres fonctionnaires au secret et à la discrétion professionnelle?
Madame Saison, vous voulez commencer à répondre? Alors, peut-être rapidement, parce que nous, on a très très peu de recul, et je pense que les référents déontologues avec lesquels je travaille auront l'occasion de l'évoquer lors de la prochaine table ronde, ces questions-là. Nous, en fait, ça ne me semble pas très très compliqué de saisir aujourd'hui le collège des référents déontologues, puisque c'est une saisine qui peut se faire effectivement en ligne. Ensuite, il est certain que pour répondre aux questions qui nous sont posées, nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments. Donc, il est évident que plus la demande sera précise, mieux ce sera pour nous, mais si elle n'est pas précise, de toute façon, nous revenons vers le demandeur pour lui demander des pièces complémentaires pour pouvoir analyser parfaitement la situation. Ensuite, moi, à mon niveau, forcément, ce n'est jamais arrivé jusqu'à moi des craintes, l'expression de crainte pour saisir le référent déontologue. Là, je n'ai jamais eu ces éléments-là. Par contre, d'expérience et pour le faible temps depuis lequel nous fonctionnons de cette façon-là, je sais que certains de nos avis ont re-questionné, c'est-à-dire que des agents, sur la base des avis qui leur ont été transmis, ont re-questionné les services, en tout cas les référents déontologues, en remettant peut-être un peu en cause notre positionnement. Ça arrive, c'est plutôt en fait ensuite une discussion encore sur l'avis qui a été émis, des compléments d'informations pour aller encore plus loin. Pourtant, les avis sont quand même très argumentés, mais effectivement, il y a quand même des discussions. Et juste, effectivement, moi, je doute quand même. Tout à l'heure, je veux juste rebondir sur ce qu'Élise a évoqué, effectivement, de dire que finalement, l'idéal, ce serait d'avoir un référent déontologue interne et un référent déontologue externe. Finalement, j'ai envie de lui dire, bah oui, donc l'idéal, c'est d'avoir un collège, quoi. Non, mais bon, parce que effectivement, ce qui permet d'avoir à la fois, alors je comprends bien le système du réseau, et tu sais très bien, Élise, que je t'ai déjà appelé pour échanger sur certains cas, mais je trouve quand même que c'est informel. Alors il faut le formaliser. Ça vous oblige quand même à anonymiser les situations, donc ça oblige à un travail, un travail substantiel d'échange. C'est là que je trouve en fait que l'intérêt du collège de mêler justement cette compétence interne à cette compétence externe. Donc, je referme la parenthèse parce qu'on sort de ce questionnement-là, mais je suis convaincue que moi, effectivement, la question de la collégialité est essentielle, et d'autant plus lorsque finalement les agents reviennent ensuite encore pour discuter avec les services du contenu de l'avis. Alors j'ai envie de dire, c'est peut-être pas forcément des craintes exprimées par les agents, mais déjà peut-être sur des cas un petit peu tangent, de glissement potentiel entre le lien et le conflit d'intérêts. On se doute bien que ce sont ces hypothèses-là, de toute façon, où effectivement, il est utile de réexpliquer ensuite peut-être notre avis. Voilà. Je ne réponds pas tout à fait aux questions, mais je n'ai pas suffisamment de recul. Nous, on a vraiment un recul très, très limité en la matière. D'accord, merci. Et peut-être, est-ce qu'il y aurait des craintes par rapport aux autorités hiérarchiques, Madame Tarmeyer-Carléo? Oui, alors pour répondre à votre question telle que posée initialement, sur le nombre de saisines, bon, là je crois que j'ai un rythme de croisière. En 2019, c'était 88 saisines sur l'année. 2020, là je suis en train de boucler mon rapport d'activité, 85 saisines, y compris des saisines autorités territoriales, quelques-unes du moins. Donc, c'est peu si on ramène au nombre d'agents pour lesquels je suis compétente, parce que là, je couvre 3 départements et je regarde mes chiffres. J'ai pas rien que l'Isère, c'est 36 000 agents. La collectivité de Lyon, c'est 8 000 agents. La métropole de Lyon, c'est 8 000 agents. Donc, 85 saisines sur l'année, c'est pas énorme. Alors, c'est peut-être, je sais pas encore comment interpréter ces chiffres. Il est clair que les agents me saisissent si leur collectivité a fait l'effort de communiquer à propos de mon existence. Il est clair que je constate que je suis saisie par des agents d'une même collectivité. Donc, je vois bien que les agents me saisissent parce que leur collectivité a communiqué à propos du référent déontologue. Et puis, il y a des collectivités dont les agents ne m'ont jamais saisi, dont je n'entends jamais parler. Et donc là, je pense que c'est un problème de communication. Donc, au-delà même de la peur de la confidentialité, de la peur de dévoiler quelque chose qui peut comporter un risque disciplinaire ou pénal, je crois que ce qui peut augmenter le nombre de saisines, c'est de renforcer la communication, et même au-delà de la communication,
développer des plans de formation. Il y a beaucoup d'agents qui rentrent dans la fonction publique, que ce soit, alors un peu moins quand c'est par voie de concours, mais même, et les agents contractuels rentrent dans la fonction publique sans forcément prendre conscience qu'ils rentrent dans la fonction publique, ce qui n'est pas rien, et donc sans prendre conscience qu'il y a des obligations déontologiques spécifiques. Et puis, sur la question du secret professionnel et de la confidentialité, les agents, si, moi, je sens que pour eux, pour les agents, pour certains agents, en tout cas, c'est important, c'est une crainte. Certains m'ont transmis leur demande par courriel en pensant que le formulaire qui était en ligne sur le CDG risquait d'être transmis à leur autorité territoriale. D'autres m'ont transmis leur saisine par voie postale parce qu'ils avaient trop peur que la boîte mail soit surveillée. Donc oui, c'est une peur. Pour les agents, la révélation de leur… ils ne veulent pas, et c'est pour ça que je dis que c'est quand même important qu'il y ait un référent extérieur. Pour certains, ce n'est pas tout le monde, mais ce n'est pas toutes les saisines, mais certains agents ont vraiment besoin de se confier à un référent extérieur à leur collectivité. Donc oui, la réponse à la question est… sur le besoin de confidentialité, les agents ont vraiment besoin, enfin certains agents, mais plusieurs, ce n'est pas un cas unique, certains agents ont besoin d'être rassurés sur ce point. Et le CDG 69 est vraiment très scrupuleux, ma boîte mail n'est pas, je suis la seule à y avoir accès, comme sur la base de données, toutes les précautions ont été prises sur ce point. Alors, sur le secret professionnel, je pourrais encore dire des choses parce que les choses sont rendues plus compliquées aujourd'hui. C'est ce qu'on dira peut-être cet après-midi par le fait que le référent déontologue peut désormais être saisi par l'autorité territoriale. Donc, ça brouille un peu les choses pour les agents. Au début, quand le référent déontologue a été mis en place, c'était l'interlocuteur exclusif des agents qui l'interrogeait à titre personnel. Désormais, le référent déontologue, depuis la loi de transformation de la fonction publique, peut être saisi par les autorités hiérarchiques. Donc, ça brouille les choses puisque les agents se disent « Ah, mais finalement, le référent déontologue que je pouvais saisir moi seul, il peut être aussi saisi par ma DRH. » Vous voyez, c'est plus la même figure. Et ça, je pense que ça peut un peu déstabiliser les agents, même si on peut les rassurer à ce sujet, sauf que quand même… moi, je m'interroge le jour où, surtout au niveau de mon université, parce que là, je ne suis pas extérieure, si je suis saisie par un agent d'abord qui me dit qu'il entreprend tel projet, qu'il a créé telle entreprise, alors qu'il n'a aucune autorisation, et puis je ne vais pas le dire à mon autorité, à ma DRH, je respecte le secret professionnel. Mais derrière, conformément à mes préconisations, il saisit la DRH d'une demande d'autorisation de cumul, qu'à son tour, la DRH me saisit parce qu'elle a un doute sérieux sur la compatibilité de ce projet, et que je me rends compte que l'agent n'a pas tout dit à sa DRH. Qu'est-ce que je fais? Je suis bien embêtée quand même. Alors, ça ne m'est jamais arrivé, bien sûr, c'est encore trop neuf pour avoir beaucoup de recul, mais c'est un petit problème quand même au regard de cette obligation de secret professionnel, ce double rôle, conseiller des agents, conseiller des autorités territoriales, des autorités hiérarchiques. Ça peut être un peu problématique, je crois. Voilà. Je souhaiterais poser une question, mais je ne sais pas comment on fait. Voilà. Allez-y, monsieur Dauzière. Oui, alors simplement, d'abord, c'est passionnant, tout ce que vous racontez, mais alors, quelle est, je dirais, la force de la décision rendue par les déontologues? Est-ce que ceux qui ont consulté sont tenus de suivre la recommandation, et s'ils ne suivent pas cette recommandation, que se passe-t-il? Effectivement, c'est une question importante, mais je pense que vous allez être déçu de la réponse. Je ne sais pas qui veut répondre parmi un de nos intervenants. Moi, je peux répondre au président Dauzière, mais ma réponse ne va servir à rien, puisque nous rendons des avis aux élus qui nous sollicitent. L'avis est strictement confidentiel. L'élu en fait exactement ce qu'il veut. Car la démarche que nous avons entreprise vis-à-vis des élus de la région, c'est d'insister sur leur responsabilité propre. À un moment donné, l'avis reste confidentiel entre la commission de déontologie et l'élu qui en est destinataire. L'élu a la capacité, s'il le souhaite,
de rendre public l'avis, ce qui est une manière pour lui éventuellement de se protéger lorsque l'avis lui est entre guillemets favorable. Mais on reste sur cette idée de la confidentialité. J'en profite juste pour dire, et pour dire d'ailleurs mon accord complet pour une fois avec Élise, qu'il faut donner des garanties absolues de cette confidentialité. C'est vrai pour le référent déontologue, c'est probablement plus vrai encore pour le référent alerte. Les textes déjà ont organisé une stricte confidentialité, mais il faut qu'on puisse être en capacité de donner ces garanties de telle sorte qu'il n'y ait pas cette peur éventuelle à nous saisir en nous disant finalement ça va aboutir sur le bureau du chef de service. Merci pour ces précisions. Alors, dans la salle virtuelle, il y a plusieurs mains qui se sont levées. D'abord, Monsieur Beaufils. Oui, rebonjour. Simplement pour insister, si nécessaire, sur les propos in vivo vécus par Élise, tout à fait sur la confidentialité, et en particulier dans les petits départements. Je vois la différence entre la gestion d'un petit département et d'un grand département. Les petits départements, tout le monde se connaît, donc il y a un besoin de confidentialité encore plus grand. Et effectivement, je suis saisi aussi des fois par courrier, je suis saisi avec moult recommandations, etc., etc. Donc je confirme tout à fait ce constat. Je voulais insister sur un point dont on n'a pas encore parlé, on en parlera peut-être dans la suite, et d'ailleurs la haute autorité insiste sur ce point, c'est que le référent déontologue, il a aussi été créé pour diffuser une culture de la déontologie. Et peut-être que sur ce point, nous ne sommes pas encore tout à fait au top, mais pas uniquement dans notre fait. Il faut que les collectivités, effectivement, soient tout à fait adhérentes pour envisager ce type d'intervention. Et je pense que là, on pourrait effectivement, par le biais de rencontres, de modules, de conférences, je ne sais pas comment il faudrait les appeler, insister. Et c'est, me semble-t-il, un des moyens fondamentaux pour d'abord, j'allais dire, je prends une formule rapide, pour faire aimer la déontologie. Si on reste aujourd'hui sur cette démarche d'attente, effectivement, tout dépend de la diffusion très large par l'employeur, en l'occurrence par la collectivité. Et comme le disait effectivement Élise, je suis aussi de ceux qui pensent que tout n'a pas été fait et bien fait partout. Il y a des collectivités où c'est très transparent, c'est très bien fait et les informations remontent. Le deuxième point, et ce sera le dernier, on peut assister, et mes collègues, je souhaiterais avoir leur avis et leur constat, on constate aujourd'hui que les saisines, enfin moi ça fait maintenant ma 3e année, donc sur la 3e année, on constate que les saisines originelles, c'est-à-dire les cumuls d'emplois, les questions sur ce type, sont en train de diminuer au profit de questions plus pertinentes, si j'ose faire une comparaison, en particulier sur la prise de part sociale dans une entreprise, sur la gestion du patrimoine personnel, enfin des questions qui jusqu'à présent dans les premières années n'apparaissaient pas. Alors ça confirme bien que le rôle du déontologue aujourd'hui est connu, pour certaines reconnues, et on voit bien l'évolution au travers de ces demandes. Et puis dernier point pour terminer sur mon intervention, là je m'adresse au service technique, je ne peux plus envoyer de messages depuis mon chat. J'ai terminé. Alors, pour le service technique, je pense que ça va être résolu rapidement. Je vais demander aux intervenants de bien noter les différents points évoqués par Monsieur Beaufils pour lui répondre après, puisque nous avons encore 2 questions, observations de Madame Legrand dans l'ordre et Monsieur Blondeau ensuite. Madame Legrand. Bonjour à tous. Bonjour, on vous entend très bien. D'accord. Est-ce que vous me voyez également? Oui, tout à fait. Alors, je suis donc Mélanie Legrand et je travaille à l'instar de Monsieur Blondeau au sein de la métropole européenne de Lille. Je suis en charge d'accompagner la mise en place d'un plan de prévention et de détection des atteintes à la probité, et je collabore donc en lien étroit avec Julien. Nous faisons partie de la même mission. Je voulais abonder totalement dans le sens de Monsieur Beaufils et de Madame Untermaier sur la communication.
Je pense que l'augmentation du nombre de saisines du référent déontologue est très, très intimement liée à la communication qui est faite au sein des collectivités et des établissements. Bien évidemment, il est important que les agents puissent avoir un réflexe un peu spontané de faire appel au référent déontologue. Et en cela, la communication, la sensibilisation est pour moi l'élément le plus fondamental. Au sein de la métropole, nous avons maintenant, depuis déjà un certain temps, mis en place une intervention systématique de nos référents déontologues. Julien pourra le confirmer, de nos référents déontologues dans les parcours d'intégration des agents lorsqu'ils sont recrutés au sein de la métropole. Ça vaut pour les managers, ça vaut pour tous les agents, et donc on leur présente la mission, on leur rappelle les obligations déontologiques auxquelles ils sont assujettis, et on les invite évidemment à consulter le référent déontologue quand ils ont une question. Nous profitons de cette occasion pour présenter aussi le dispositif d'alerte, puisque nos référents déontologues sont également référents alerte. Et pour vous donner quelques chiffres, nous avons, sur la dernière période annuelle, mais qui n'est pas sur l'année civile, septembre 2019, septembre 2020, nous avons eu en conseil déontologique environ 70 saisines pour un peu moins de 2900 agents. Donc, on est sur des ratios qui sont tout à fait honorables, mais bien sûr, il reste encore assez faible, et nous poursuivons nos actions de communication. Mais 70 saisines pour la dernière période passée versus 43 pour la période encore précédente. Donc, on a voyé, je n'ai pas fait le calcul, mais à peu près une augmentation de 40% des saisines du référent déontologue 2018-2019. Voilà, ça c'est un point important. Si vous me permettez de répondre aussi sur la crainte des agents que le respect de la confidentialité ne soit pas au rendez-vous, il faut savoir qu'au sein de la métropole, la fonction de référent déontologue a été créée par délibération du Conseil métropolitain, laquelle délibération rappelait l'impartialité, la neutralité et le sceau de confidentialité sous lequel le référent déontologue avait vocation à intervenir. Et donc, c'est un élément assez important et opposable, et donc il est d'ailleurs régulièrement rappelé dans les communications que l'on fait pour rassurer les agents sur le fait que les saisines qu'ils vont initier resteront bien sous le sceau de la confidentialité. Voilà. Mais simplement, pour conclure, j'en reviens à mon premier propos, qui est de dire que pour moi, l'augmentation du nombre de saisines est avant tout une question de communication interne au sein des collectivités et des établissements publics. Voilà, je vous remercie, j'ai terminé. Merci Madame Legrand pour ces observations. Monsieur Blondeau? Oui, merci de me redonner la parole. Je vais être très rapide parce que notre collègue Mélanie Legrand a dit beaucoup de choses et elle travaille avec nous au quotidien et la remercie effectivement de ses précisions et de ses compléments. Je voulais intervenir exactement dans le même sens, donc je ne vais pas redire ce qui a été dit et on viendra plus longtemps sur la deuxième conférence sur les aspects de communication, de diffusion, de dispositifs concrets et pragmatiques que nous proposons à la métropole européenne de Lille pour les agents. Mais je voulais quand même revenir sur un dernier point par rapport à ce qui a été dit par Madame Untermaier-Carléo et apporter peut-être une petite nuance, en tout cas de mon point de vue. Et je pense que Jean-Pierre Guffroy dirait exactement la même chose s'il était présent. Le sujet de l'indépendance ou de l'autonomie ou de la neutralité n'est pas lié au fait d'être extérieur ou pas.
Le sujet, il est, comme vient de le dire Mélanie Legrand, il est lié à la posture, au positionnement du référent déontologue. Le référent déontologue de la métropole européenne de Lille, il est à la mission médiation déontologie éthique, il est rattaché au DGS. C'est pas pour autant qu'il n'est pas indépendant, autonome et neutre. Donc moi, j'insiste vraiment lourdement sur ce point. On peut avoir des référents déontologues qui sont à l'extérieur, bien entendu, des collectivités qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes compétences, c'est même leur devoir, comme ça a été dit par M. Beaufils ou par Mme Untermaier-Carléo. Mais ce n'est pas uniquement une question d'extériorité, c'est une question de posture, d'indépendance et d'autonomie, de neutralité, en l'occurrence rappelée chez nous par la délibération qu'a citée Mélanie Legrand. Merci. Bien, merci Monsieur Blondeau. Alors, je vais maintenant laisser nos 3 intervenants répondre en leur précisant qu'ils devront le faire très brièvement puisque la 2e table ronde va bientôt commencer. Je ne sais pas qui veut répondre en premier, Madame Untermaier-Carléo peut-être? Oui, très vite, pour répondre à Madame Legrand, réagir. 70 saisines en un an pour 2900 agents, c'est extraordinaire. Bravo. Par rapport à mes chiffres, vous faites comment? Donc, effectivement, vous devez bien communiquer et c'est peut-être l'intérêt d'être interne à la collectivité. Voilà, mais je trouve que je suis ébahie par les chiffres. Ça me paraît vraiment un beau bilan quantitatif. Et pour rebondir sur ce que disait monsieur Blondon à l'instant, oui, bien sûr, je dis juste que quand le référent déontologue est externe, ça facilite les choses, mais du coup, il faut prendre plus de précautions quand on a un référent interne à la structure. Il faut le positionner. Alors, je pense aux déontologues de l'Assemblée nationale dont les bureaux avaient été ont été soigneusement, alors je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, je ne sais plus si on peut dire qu'il existe encore un référent, un déontologue à l'Assemblée, mais quand ces fonctions étaient confiées à un universitaire, je me souviens lors d'une conférence faite par l'un d'eux, qu'il y avait eu une réflexion sur le lieu où se situait le bureau du déontologue à l'écart, pour que les députés puissent y aller discrètement. Et donc, ce sont des petits détails, mais le positionnement, c'est dans tous les sens du terme, local, hiérarchique, mais bien sûr que le référent interne à une structure peut être indépendant, hein, c'est pas ce que je voulais dire, hein, bien au contraire. Par contre, je maintiens ma 2e interrogation et ma perplexité sur ce double rôle désormais du référent qui est à la fois l'interlocuteur des agents et désormais l'interlocuteur de l'autorité territoriale. Ça peut, à mon avis, je pense que dans la majorité des cas, il n'y aura pas de problème, mais il peut arriver un petit souci à ce niveau-là. Et puis, dernière remarque pour réagir à ce que disait M. Beaufils, je suis complètement d'accord sur les modules de formation auprès des collectivités. Je m'interroge sur le rôle que peuvent jouer les CDG. J'en profite puisque cette réunion est placée sous la houlette du CDG du Nord, parce que j'ai l'impression que pour ce qui est de la formation, c'est plutôt le CNFPT qui a la main sur les actions de formation. Alors peut-être faudrait-il réfléchir, le réseau des CDG, le CNFPT, pour mettre en place, en partenariat avec les référents déontologues, des actions de formation qui ne soient pas centralisées en un lieu, mais qui permettent aux petites collectivités des départements les plus reculés de France d'être aussi d'envoyer facilement leurs agents assister à des formations. Voilà, je pense que c'est un beau chantier que la formation à la déontologie, un chantier qui reste à mener. Voilà, merci. Merci. Madame le professeur Saison? Oui, très rapidement, simplement sur 2 points. Le premier point, effectivement, qui a été abordé en dernier, la question effectivement de l'indépendance qui n'est pas forcément liée au caractère extérieur du déontologue, bien évidemment. Mais dans ce cas-là, il me semble quand même qu'il faudra prendre des garanties au-delà de la simple posture. Il me semble que des garanties sont nécessaires dans l'acte de nomination. C'est ce que vous avez évoqué, hein, cette fameuse délibération. Et il serait utile que dans l'acte de nomination, dans ce cas-là de référent interne à la structure, il soit quand même bien précisé que ces référents ne peuvent faire l'objet d'aucune instruction, ne recevoir aucune instruction finalement de la part du président de la collectivité ou de la part du président du CDG, ni même de la part du directeur général des services. Effectivement, c'est une question de posture, mais finalement, vous savez que la déontologie, c'est prendre des garanties, hein, anticiper.
c'est intéressant aussi que ce soit consigné finalement dans l'acte de nomination lorsqu'on a affaire à des référents déontologues internes aux structures. Et l'autre point, très rapidement, concernait la réflexion que j'ai pu noter sur la nature des questions qui sont posées aux référents déontologues par M. Beaufils. Et effectivement, il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de grandes questions, mais on s'aperçoit bien qu'au fil du temps, eh bien, évidemment, il y a des questions qui sont plus pertinentes, en tout cas pour nous, dans nos raisonnements. Bien sûr, il est évident que les questions qui mêlent, qui sont toujours en fait les mêmes questions, qui sont des questions de limitation des contours du lien d'intérêt sont parfois beaucoup plus intéressantes, ou de participation dans une société d'économie ou dans une société publique locale. Enfin, toutes ces questions-là qui sont quand même beaucoup plus, effectivement, plus intéressantes pour nous. Mais il n'empêche que moi, comme j'ai beaucoup moins de recul finalement qu'Élise sur mon activité de référent déontologue, je suis quand même moins à l'aise au jour d'aujourd'hui sur la notion d'activité accessoire. Effectivement, on a une liste, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais qui prête à interprétation. Donc, le fait qu'il y a effectivement l'activité accessoire, pour moi, ça reste encore un vrai objet à travailler, au-delà même de la liste existante et fixée par le législateur. Voilà, j'en ai fini et je laisse le dernier mot au professeur Van Hendrich. Oui, merci. Merci. Donc, juste un mot, je serai très, très rapide. L'indépendance, c'est un peu comme l'impartialité. Vous savez, elle ne doit pas simplement exister, elle doit aussi on doit donner le sentiment qu'elle existe. Alors, certes, je rebondis sur ce que disait M. Blondeau, on peut être référent interne et être parfaitement indépendant. Et Joanne a raison quand elle indique qu'un certain nombre d'éléments juridiques peuvent contribuer à cela. C'est plus facile d'être perçu comme étant totalement indépendant quand on est extérieur. Parce que quand on est interne, on doit apporter la preuve qu'on l'est effectivement, au-delà même d'ailleurs des instruments juridiques qui garantissent celle-ci. Mais franchement, indépendance, impartialité, confidentialité sont les trois mamelles de la déontologie. Bien, merci beaucoup à tous et à toutes pour cette première table ronde. J'en profite pour remercier également Madame L'Huillier pour ces dessins qui sont très évocateurs et qui résument très bien les propos qui ont tenus pendant cette première table ronde. Je vais donc maintenant laisser la main à la deuxième table ronde.